On va aller maintenant vers la vision des voies qu'on peut appeler périphériques, c'est-à-dire à la fois les veines périphériques et l'artère. Donc, eh bien, écoute, Paul, on t'écoute. Merci Xavier. Donc j'ai les mêmes questions. Je vais essentiellement m'intéresser à l'artère parce que tout ce que je vais dire sur l'artère est transposable aux voies veineuses périphériques compliquées. Donc il y a 4 ans, il y a 8 ans, on avait présenté ceci. Il y a 7 ans, le papier était sorti, des recommandations françaises, on va dire même internationales, sur les voies veineuses. Je ne reviens pas tout ce qui a été dit. J'insiste, comme l'a dit Claire, sur le pré-repérage avant de vous installer parce que vous allez gagner du temps. Et il restait en pratique une ou deux questions qui n'étaient pas clairement résolues. C'était du grade 2+. Il est probablement recommandé d'utiliser chez l'adulte et chez l'enfant, probablement, pour le cathéter radial et pour les voies veineuses difficiles, donc dans les deux situations. Et qu'est-ce qui s'est passé depuis ce temps-là? On a les abords artériels, qu'est-ce qu'il y a de nouveau dessus? Les abords veineux difficiles, et ce qui est apparu depuis 7-8 ans, c'est les midlines, les picklines. Et puis, tout ce que je vais dire donc, sur les artères, c'est totalement transposable aussi pour les veines profondes, picklines et midlines. Alors la question, c'est, il y a vraiment le passage du Mac à PC, c'est un problème. C'est pourquoi on fait de l'éco-guidage. Pour quelles raisons on va utiliser ces techniques d'échographie pour mettre en place un cathéter dans une artère radiale, fémorale ou dans une veine basilique? Eh bien, en y réfléchissant bien, moi j'ai trouvé 8 raisons. La première raison, c'est le site de ponction, l'anatomie du patient, le rapport des diamètres entre le vaisseau et le cathéter, qui est un élément un petit peu nouveau, qui a été introduit récemment et qui est extrêmement important, la technique de ponction, le taux de succès à la première ponction, le taux de succès global à la fin, ce qu'on a réussi et ce qu'on a raté. De façon moins importante, c'est quand même utile le temps de pause. Et en plus, est-ce qu'on a des complications immédiates ou des complications à distance? Et on va essayer de prendre toutes ces raisons. On va voir si à la fin, on peut valider si elles sont bonnes ou pas bonnes. Premièrement, le site de ponction. L'éco-guidage vous permet de choisir un site de ponction où l'artère n'est pas palpable et où la veine n'est pas visible. Et ça, quelquefois, c'est utile. Je vais prendre 2 situations qui concernent l'artère. Cette étude qui est relativement bien faite, il n'y a que 120 patients en 2 groupes. Et on va comparer ici l'artère radiale au niveau du poignet ou à la jonction tiers inférieur, tiers moyen de l'avant-bras. Et on se rend compte dans cette étude qui est bien faite, on a un taux de réussite qui est le même à la première ponction, une incidence égale ou même un peu plus faible d'hématome quand on va utiliser la voie au milieu de l'avant-bras, une meilleure stabilité du cathéter qui ne bouge pas, il n'est pas au niveau d'un pli de flexion, il n'y a pas plus de complications, pas plus de thrombose. Donc déjà, cette artère-là, elle n'est pas palpable et on peut améliorer quelque chose. Il y a d'autres choses qu'on peut utiliser, c'est la tabatière anatomique. C'est pas réellement la tabatière anatomique, c'est l'artère qui est ici, qu'on voit très très bien en échographie. C'est une voie qui est de plus en plus souvent utilisée par les gens qui font des coraux ou de l'artériographie cérébrale. Ils y mettent des très gros diamètres, ils mettent du 5 ou du 6F, ce qui fait du 2,3 à 2,6 mm. Donc ce sont des grosses cannules qu'ils mettent en place. Et quand on reprend cette étude qui a été publiée ici il y a 3 ans, 4 ans, qui montre que le diamètre de l'artère est un tout petit peu plus petit, vous voyez, on perd 0,3 mm, mais le taux de succès est le même, pas plus de complications. Et surtout, l'avantage principal, c'est que ça protège la main en cas de thrombose artérielle. Ici, c'est un cas, une image de Sébastien Grousson qui est ici, où il a mis son cathéter artériel pour une chirurgie qui va durer longtemps. Il l'a mis donc ici, avec l'avantage que si jamais vous avez une thrombose, il n'y a que le pouce qui est en danger et pas tout le reste de la main. Donc c'est déjà une voie d'abord extrêmement intéressante et qui n'est pas très difficile à utiliser. Vous voyez un petit peu sous ces images les différences de sites de ponction. Quand vous êtes obligé de mettre une artère radiale à un patient auquel vous n'avez pas prévu un péri-opératoire, c'est assez facile quand vous êtes une chirurgie en décubus ventral de la mettre ici plutôt que de la mettre là. Donc ça peut être une voie de sauvetage relativement intéressante. Donc la seule situation où vous allez pouvoir trouver pour une artère ou pour une veine la façon de les mettre quand vous ne pouvez pas la palper ou la voir, c'est l'échographie. Et ça, ce n'est pas aussi rare qu'on ne le croit. Le deuxième élément, c'est l'anatomie du patient. La profondeur du vaisseau, sa morphologie, et je vais vous faire une toute petite extension sur ce que je fais moi, qui est le test d'haleine échographique. La profondeur du vaisseau, la profondeur d'une artère radiale est très variable. Le rapport est de 1 à 2. Et dans ce papier qui a été publié il y a maintenant 7 ou 8 ans, vous voyez que la profondeur, ici, c'est entre 1,3 à 2,7 mm chez l'adulte. Chez l'enfant, c'est aussi variable. Ce qui signifie que quand vous avez introduit votre aiguille de ponction artérielle sur plus de 10 mm, vous avez dépassé l'artère depuis très très longtemps. Donc si vous ne trouvez pas votre vaisseau après 10
15 mm, c'est pas en allant plus loin que vous le trouverez, c'est en allant moins loin. Et il n'y a que l'échographie qui va vous dire que vous avez dépassé le plan de ponction de l'artère. Donc cet élément est très important. Ça va aussi de la même façon, j'ai pris ici la veine fémorale, et regardez cette relation qu'il y a entre la profondeur de la veine fémorale et le BMI. Donc ici, j'ai pris les patients qui ont un BMI à 30, donc ils sont confortables, et la profondeur de la veine fémorale, elle varie de ça à ça, elle varie dans un rapport de A à 7. Vous ne pouvez pas savoir chez un patient qui est obèse, et même pas obèse, où est la réelle profondeur de le vaisseau que vous voulez atteindre. Donc là, il n'y a que l'échographie qui va vous dire ceci. Deuxième élément, c'est la morphologie du vaisseau. Voici trois artères radiales au niveau où on les pique habituellement. Vous voyez que les artères ont une morphologie totalement différente et vous imaginez assez facilement qu'ici, si vous piquez là, vous allez assez facilement la transfixier sans vous arrêter au niveau de l'artère. Et puis, vous regardez la forme qu'a pris le guide métallique dans cette situation-là, c'est parfois assez difficile. Donc, une artère, un vaisseau, c'est pas toujours aussi droit qu'on le veut. Que ce soit une veine basilique ou une artère radiale, c'est pas un long fleuve tranquille dans lequel on va aller se promener. C'est souvent assez difficile à aller piquer et à garder. Et voici cette image. Regardez ce patient, c'est une artériographie. Ce patient, il n'a aucune collatéralité entre sa radiale et sa cubitale. Et ceci pose la question du test d'Allen. Donc, le test d'Allen, il y a un petit peu d'incompréhension sur ce qu'on fait. Et M. Allen, il avait inventé un test pour dire que les patients avaient une artérite syphilitique. Il comprimait les deux mains comme on le fait, et quand il relâchait la radiale, et quand il relâchait la cubitale, et quand la main n'était pas revascularisée, il avait porté le diagnostic d'artérite syphilitique. Donc, quand le test d'Allen est positif, c'est-à-dire que le patient est malade et qu'il n'y a pas de suppléance. Le test modifié par Wright, c'est donc 30 ans après, c'est qu'on considère que le test est normal quand la main se recolore et anormal quand ça ne se recolore pas. Vous voyez qu'on passe de positif à normal, ce qui n'est pas réellement totalement la même chose, et on a une certaine confusion, une incompréhension dans les mots qu'on va utiliser. C'est une étude qui est faite sur 1000 patients en cours de coronarographie, et on dit que le test il est normal dans 50% des cas, et que dans 50 autres % des cas, les spécialistes n'ont pas été capables de dire si le test était... Qu'est-ce qu'il fallait répondre? Et la conclusion de ceci, c'est que le test d'Allen, il n'est ni assez spécifique ni assez sensible pour en faire un standard de soins. J'ai vu dans certains textes que c'était un texte médico-légal. On ne peut pas avoir un texte médico-légal qui ne soit ni sensible ni spécifique, c'est pas possible. Un cas sur deux d'erreur, c'est pas possible. Donc je vous propose de faire autre chose. Alors ce qui est très simple, c'est la pétismographie. C'est une étude qui a été publiée par des collègues français. Vous mettez un ou deux sondes de pétismographie, vous comprimez votre artère radiale et vous voyez comment va évoluer l'onde de pouls. Elle va soit totalement disparaître, c'est qu'il n'y a pas de suppléance au niveau de la colonne postérieure et au niveau de la radiale, soit elle va s'affaisser, elle va s'aplatir et va y avoir une certaine suppléance, soit vous avez une courbe qui va redevenir normale, ce patient n'a pas de risque et a priori il a une bonne suppléance. Et quand on compare avec le test d'Allen clinique, on arrive à récupérer, à améliorer la performance du test d'Allen avec le pétismographe. En cherchant bien pour faire cet exposé, j'ai retrouvé un papier qui a été publié il y a 40 ans dans les annales françaises. Vous voyez que c'était un collègue, donc Dr Marcillon, qui avait utilisé, lui, une sonde Doppler crayon et qui avait présenté la même chose il y a 40 ans avec 3 types de courbes. Donc il fait du test d'Allen, il comprime l'artère radiale et il voit la réponse que l'on a. Il y a des situations où il y a une bonne persistance de la perfusion, 85% des cas. Une perfusion moyenne, quand il a comprimé, c'est 10% des cas. Et dans 3 à 4% des cas, il n'y a pas de reperfusion. Et là, on peut dire que ces patients-là, clairement, ils ne doivent pas avoir de cathéter dans l'artère radiale. Et puis, il y a ce que je vais vous présenter ici, ce que moi je fais quasiment quotidiennement quand je mets une artère, c'est je vais me servir de la sonde d'échographie, mais avant d'aller piquer mon artère, je vais aller vérifier au Doppler, en échographie, ce qui se passe. Et voici donc, une artère au niveau de la paume de la main. On a le débit ici dans l'artère. On va comprimer l'artère radiale très très fort et on va voir ce qui se passe. Et vous voyez qu'ici, on a une reperfusion à contre-courant. On est sûr, dans ce cas-là, que la radiale est reperfusée à contre-courant par la cubitale. Vous allez voir ici, c'est très clair. Voilà. Là, vous êtes sûr que ce patient a une reperfusion de sa radiale, de son territoire radial par son territoire cubital. Ce patient n'est pas à risque. Deuxième situation, vous allez voir ici l'inversion des couleurs. OK. Donc, on a changé de sens de circulation. Vous allez voir le Doppler de ce patient. Il a bien une reperfusion. Et comme nous le montrait notre collègue il y a 40 ans, c'est pas terrible. Ça passe, mais c'est pas terrible. Donc ce patient, il est un petit peu à risque. Et le troisième patient, c'est celui-ci. Je comprime la radiale et j'ai rien.
Il n'y a rien. Celui-ci, il ne faut pas lui mettre d'artère radiale. Il n'a aucune suppléance. On remonte à la radio qu'on avait initialement, l'artériographie qu'on avait initialement. Ce patient n'est pas capable de compléter son territoire radial par son territoire unaire ou cubital. Et il n'y a que l'échographie qui va vous apporter une telle certitude. Vous voyez en temps réel si votre artère, le territoire du côté radial de la main est repris par la vascularisation du côté ulnaire. Il n'y a pas d'autre façon, ou faire du Doppler. Et le plus simple, si vous ne savez pas, c'est la plethysmographie. La sonde, mettez 2 sondes de SPO2 et vous aurez une meilleure image. Mais le test d'Allen que l'on fait, n'est pas assez fiable, pas assez sensible. Donc, faites de l'échographie et des choses comme ceci. Là, vous mettez ici et vous comprimez la cubitale et vous voyez ce qui se passe. Vous mettez votre, excusez-moi, je dis n'importe quoi. Vous mettez votre sonde ici dans la main et vous comprimez la radiale. Voilà. Et vous voyez si la cubitale reprend. Troisième élément, c'est un nouveau concept qui est le rapport des diamètres entre l'artère, ou le vaisseau du moins, et le cathéter que vous mettez dedans. Et ça, on sait que plus ce rapport est important, plus le cathéter est gros et plus le vaisseau est petit, plus la circulation dans le vaisseau va être réduite et plus le risque thrombotique augmente. Et actuellement, on considère qu'au mieux, ce rapport va être de 33%. Il faut que le diamètre externe du vaisseau ne dépasse pas de 1/3 le diamètre interne du vaisseau. Pardon, j'ai fait une erreur. Le diamètre externe du cathéter doit être 1/3 du diamètre du vaisseau. Et qu'au pire, on peut supporter 0,45, mais au-delà, il ne faut pas aller au-delà de 0,45 parce qu'on est à peu près certain que le vaisseau va se boucher. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir avant d'avoir mesuré le diamètre de votre artère. Et ce travail qu'on avait vu tout à l'heure, qui montre que globalement, le diamètre d'une artère radiale chez l'adulte, il varie dans un rapport de 1 à 2, un travail qui est très bien fait, et que chez un adulte, le diamètre de l'artère radiale, il varie de 1,4 à 3 mm. Ça, vous ne le savez pas si vous ne l'avez pas mesuré. Et comme vous ne le savez pas, vous ne savez pas mesurer, vous ne pouvez pas savoir quel diamètre de cathéter vous allez mettre. Donc, c'est relativement simple. Et après ceci, donc vous allez pouvoir utiliser le cathéter de l'air adapté. Ceci est valable si vous mettez un PICC line ou un midline, et vous allez faire la même chose. Ce concept a été essentiellement développé pour les PICC line et les midline, parce qu'ils vont rester longtemps, mais c'est la même chose pour les artères. Et on a fait le travail pour vous. Vous voyez que si vous avez une artère qui fait 1,5 mm de diamètre, vous ne pouvez pas mettre plus qu'un 22 gauge. Par contre, certains patients ont des artères qui font 3 mm, vous pouvez mettre sans aucune angoisse une canule de 18 gauges. Et ça, vous ne pouvez pas le savoir si vous n'avez pas mesuré le diamètre auparavant. Donc, troisième élément, le choix du cathéter en fonction du diamètre, c'est seulement ceci, extemporanément, au lit de malade avant de piquer, que vous pouvez le faire. Je résume ce que j'ai dit juste précédemment. Seule l'échographie permet de savoir, chez le patient, qu'il soit jeune, âgé, vieux, artéritique ou pas, le rapport qu'il faut mettre, la taille et le diamètre du cathéter. Quatrièmement, l'angle de ponction, c'est une série d'artères. Vous voyez, on est toujours au même niveau. On a ici l'extrémité radiale. Et on a, à ce même endroit, on a des artères qui sont à 20 degrés, qui sont à 6 degrés, qui sont à moins 10 degrés. Si celle-là, vous l'abordez comme d'habitude ici, en 2 mm, vous l'avez transfixiée. Donc c'est impossible de savoir la direction de votre aiguille tant que vous n'avez pas d'échographie. C'est des images qu'on a fait avec Sébastien. Il y a quelques échographes actuellement qui vous donnent sur le même écran les deux plans, le grand axe et le petit axe. Et vous avez ici votre vaisseau en grand axe, votre vaisseau en petit axe, et vous voyez ici en petit axe, ici votre aiguille ou votre leader, et vous avez ici ceci. Donc ceci peut être un élément d'amélioration, d'avoir cette visualisation, en même temps des deux plans de coupe. Autre intérêt, c'est l'utilisation des lignes virtuelles. Il y a des échographes comme celui que moi j'utilise, qui est une vieille machine, mais sur lesquels vous appuyez sur un bouton et il vous trace des lignes virtuelles sur l'écran. Et là, vous savez, vous alignez votre vaisseau ici, et vous savez qu'il faut suivre cette ligne-là. Si votre échographe ne fait pas ceci, un papier qui va bientôt paraître dans la CCPM, c'est que on va coller une ou deux. Ce qui prend l'auteur, c'est qu'il prend les bandelettes métalliques qui sont dans les compresses radio opaques, il va les coller avec du sparadrap sur sa sonde et il va créer ici une ou deux zones d'échographie et il montre qu'en faisant ceci, il améliore très largement la performance de sa ponction avec moins de redirection d'aiguille et moins de deuxième ponction. Donc il n'y a que l'échographie qui va vous dire que vous êtes bien dans l'axe par rapport au vaisseau. C'est relativement simple et on montre que c'est amélioré. Vous allez améliorer votre taux de réussite.
Le taux de succès à la première ponction, donc là j'ai résumé les quelques méta-analyses sur le sujet depuis 2015, avec la dernière qui est parue en 2021. J'ai marqué tous les résultats en vert parce que tout ça est positif. Il n'existe pas d'études qui démontrent que l'échographie fait moins bien. Il y en a peut-être une ou deux qui montrent que c'est équivalent, mais il n'y a pas d'études qui montrent que c'est moins bien. Et là, je reprends la dernière méta-analyse parue donc, il y a un an maintenant, qui montre que clairement, on s'améliore au niveau du taux de succès à la première ponction. On a 40% de ponction en moins, donc c'est quelque chose d'important. Vous allez me dire, c'est pas très grave, on va piquer 2 fois. Eh bien, c'est pas aussi simple que ça au niveau de l'artère radiale. Parce que l'artère radiale, c'est une artère très particulière. C'est publié dans des grandes revues. C'est une artère qui a une innervation alpha 1 extrêmement importante, qui est différente des autres artères. Et l'artère radiale, dès qu'on la touche, elle se spasme, et particulièrement chez l'enfant. Et ceci justifie qu'on mette en place toutes les stratégies pour n'appliquer qu'une seule fois. Et voici cette image qui est extraite d'anesthésiologie il y a maintenant une dizaine d'années, qui montre, vous voyez, ici, une artère chez un enfant, j'ai oublié l'âge, mais ça n'a aucune importance. On a la surface et le diamètre avant la ponction, et puis il pique et il rate. Et vous voyez, là, la musculeuse, c'est complètement constricté, et là, c'est impossible chez l'enfant d'aller remettre une artère là-dessus. Donc il est fondamental, quand vous voulez mettre une voie veineuse, une voie artérielle en place, de réussir à la première ponction, parce qu'après, ça va être beaucoup, beaucoup plus difficile. Donc si on veut réussir, au premier coup, il est important d'utiliser l'échographie pour savoir où on est, savoir où on va. Le taux global de succès, ce paramètre, généralement, mesure le taux final de réussite ou le taux d'échec. Là, c'est assez stable dans les études. Si j'ai réussi, j'ai raté. On ne tient pas compte du temps. Et là, toute la littérature montre qu'avec l'échographie, on est meilleur. On a moins d'échecs. Et ici, dans cette méta-analyse-là, on a moins 32% d'échecs. Ici, je ne sais plus combien il y en a en moins. Mais il n'y a pas d'études qui montrent qu'on réussit moins bien avec l'échographie que sans échographie. Pareil pour le nombre de ponctions. Et là, c'est le dernier papier qui est sorti qui montre qu'on a un plus haut taux de réussite avec une seule ponction avec un écoguidage qu'à la palpation, et qu'ici, là, 3 ponctions, j'ai marqué une petite barre, mais il y en a, je crois, qu'une seule dans la série, alors qu'on est 13%, 20%. Donc vous voyez qu'on a clairement un avantage que l'on peut mesurer quand on va faire de l'écoguidage par rapport à la palpation. Donc, la raison numéro 6, c'est que l'échographie améliore le taux de succès et diminue le nombre de ponctions. C'est quelque chose que l'on doit aux patients, les piquer le moins souvent et réussir aussi souvent que possible. Le temps de pause, là, c'est un paramètre qui varie suivant les études. Est-ce qu'on considère le temps qu'on va mettre à sortir l'échographe, à s'habiller, mettre ses gaines et tout ceci, ou c'est du moment où on pique au moment où on retire? Mais en tout cas, on a cette dernière étude, cette dernière méta-analyse qui montre qu'on a un gain de 42 secondes, ce qui n'est pas très intéressant. 42 secondes, comme tout à l'heure, 10 secondes, c'est pas fondamental comme une journée. Mais il n'y a pas d'étude qui montre que c'est plus court sans. Bien sûr, il m'est arrivé de mettre une cathéter radiale en 18 secondes, mais quand vous en avez 250 à mettre en série, il n'y a pas de série dans laquelle vous montrez que 250 cathéters radio, c'est plus court à la palpation qu'en échographie. Donc clairement, dans votre activité quotidienne, dans votre service, vous gagnerez du temps en utilisant l'échographie par rapport à pas d'échographie. Donc sur un collectif de patients, sur une année de travail, sur une journée de travail, vous serez plus rapide avec l'échographie que sans échographie. Les complications, là j'ai simplifié parce qu'il y a beaucoup de publications, mais est-ce que l'incidence est réduite par l'utilisation des ultrasons? Certainement réduit le spasme artériel, la thrombose vasculaire, l'échec total, probablement réduit l'hématome, le saignement majeur, le post-anévrisme. Et dans la littérature, on ne trouve pas une seule complication dont l'incidence serait augmentée par l'échoguidage. Donc, il y en a où on sait que c'est certainement, on a diminué l'incidence, d'autres on a peut-être diminué l'incidence, mais on cherche une complication dont l'incidence serait augmentée par l'échoguidage, il n'y en a pas. Donc, clairement, l'incidence des complications liées aux abords vasculaires est plus faible avec l'échoguidage. Et si on reprend les 8 raisons que j'ai au départ, et si on essaie de transformer en 8 questions, la détermination du site de ponction, c'est amélioré par l'échoguidage. La prise en compte du patient de son anatomie particulière, c'est mieux. Le rapport des artères cathétères ou veines cathétères, là aussi c'est mieux. Je rappelle ce rapport optimal de 1/3. La technique de ponction, on est meilleur quand on prend l'échoguidage. Je vous laisse dérouler la suite. Moins de complications, un temps de pause plus court. Donc la vraie question, c'est est-ce qu'il faut qu'on revoie la partie artère des recommandations qu'on avait faites en 2015? Je vous remercie. Ouais, bien sûr. Merci beaucoup, Paul. Comme d'habitude, extrêmement précis, complet. C'est toujours un régal de t'écouter.
Et tu es encore plus believer que tous les believers qu'il y a ici. Mais le truc, c'est que toi, tu sais pourquoi. Non, mais tu sais pourquoi, c'est bien. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle, bien sûr, Laura? Courbe d'apprentissage. Moins long que sans écho, déjà, à mon avis. Et au bout de 5-10, tu sais faire. Mais c'est un paquet global. Quand tu apprends à mettre des voies veineuses sous écho, l'artère, elle vient naturellement. Et ce qui est plus difficile, c'est la voie périphérique sous écho. La voie veineuse périphérique du patient compliqué obèse sous écho, c'est beaucoup plus difficile que l'artère. Donc l'apprentissage, c'est 5-10 maximum. Il n'y a pas plus. Mais si tu as déjà mis des cathéters centraux sous écho, il n'y a pas de différence, ça vient tout seul. Je ne sais pas, Sébastien qui a commencé il n'y a pas très longtemps, ça vient très vite. Moi, j'avais une question avec l'échographie. Sur les artères, on a tendance à les piquer à des endroits où on ne piquait pas à l'aveugle. Et est-ce qu'il y a un risque augmenté d'aller chercher un peu plus haut dans le... Il y a deux études, là, celle que j'ai présentée, une qui monte en plus distal, donc ici, et ce qui devient la voie préférentielle des gens qui font des coraux et de l'angiographie cérébrale, qui montre que c'est pas plus difficile et il n'y a pas plus de complications locales, et que quand il y a des complications de thrombose, ici, ça protège la main. Donc, il n'y a que le pouce qui peut être nécrosé. Et dans l'autre étude, mais ce n'est pas un gros collectif de patients, mais il y a 3 ou 4 études, j'en ai pris qu'une seule, qui montrent que quand on va piquer ici, il n'y a pas plus de complications. Je n'ai pas trouvé d'études qui les met au niveau brachial. Toutes les études que j'ai trouvées sont au niveau antébrachial. Voilà. Mais ça nous est arrivé, chez des situations très compliquées, d'aller mettre, il m'est arrivé 2 ou 3 fois, d'aller mettre le cathéter dans l'artère parce qu'on en a besoin et qu'on n'a pas d'autre chose. Donc ça peut arriver, c'était des brûlés, des choses comme ceci. Mais il n'y a pas d'études sur le sujet. Je ne la connais pas en tout cas. Non plus. Pour les voies veineuses périphériques, est-ce que quand tu vas en profond, qu'est-ce que tu utilises? Est-ce que tu utilises du matériel spécifique qui est plus long ou est-ce que tu utilises des cathéters radio dans les voies périphériques? Oui, alors quand je mets les voies périphériques, moi j'ai fait acheter, ça a été un combat à l'hôpital parce qu'ils ne comprenaient pas pourquoi on voulait des cathlons longs et pas des cathlons courts. Donc il existe des cathlons qui font 45 ou 50 mm suivant les marques, et quand vous mettez des voies veineuses périphériques difficile chez l'obèse, par exemple, le petit cathlon qui fait, 32 mm, il est insuffisant parce qu'il ne va pas rester longtemps en place. Surtout que quand vous piquez sous écho, vous appuyez, donc vous réduisez la distance peau-vaisseau, et quand vous relâchez, simplement le fait que la peau se relâche, que les muscles se relâchent, vous allez sortir votre cathéter tout de suite. Donc si vous voulez mettre des voies veineuses périphériques, entre guillemets, sous éco-guidage, soit vous avez la possibilité, comme je l'ai exigé moi, il a fallu remonter jusqu'à la centrale achat de la paix, parce qu'ils avaient bloqué les achats des cathéters longs, des cathlons longs, et donc il faut avoir ceux-ci qui font 45 mm, ou alors vous prenez une canule, un système artériel de Seldinger, qui font généralement 80 mm ou 60 mm, et là vous avez ceci, quelque chose qui va à ce que vous allez faire. Mais quand vous mettez donc une voie veineuse périphérique sous écho chez un patient compliqué à perfuser, utilisez une canule plus longue. Oui, mais peu importe, au moment, on n'en avait plus. Donc il a fallu... non, ça n'existe pas dans les types protégés dans les longues. Voilà. Une dernière question, peut-être? Oui. Est-ce que pour la voie veineuse périphérique, la technique de Seldinger augmente le taux de succès par rapport au cathéter classique? Ça augmente le taux de succès, pas dans le taux de réussite, mais dans le taux de maintien, probablement. Parce que avec un petit peu d'expérience, vous allez arriver à 90% de succès à la ponction et mettre vos cathéters, mais vous allez en perdre un certain nombre sur des cathéters qui ne sont pas très longs. Donc ce que vous allez gagner avec les techniques de Seldinger et souvent une canule plus longue, c'est que vous allez la garder en place plus longtemps. Ça, c'est démontré. Une dernière Allez-y. question. Allez-y vite. Moi, il m'est arrivé d'associer les deux, c'est-à-dire d'utiliser un caté court. Quand je sais qu'il n'est pas trop dans la veine, je prends le mandrin de Seldinger, je le mets dans le caté et je monte un caté. Oui,